On s'intéresse dans cet exercice à la synthèse de la benzocaïne en 4 parties. Dans la molécule de benzocaïne, on reconnaît le groupe ester de la fonction ester, ainsi que le groupe amino de la fonction amine. L'absence de carbone asymétrique dans la benzocaïne entraîne l'absence d'énantiomère ou de diastéréoisomère liés à cette éventuelle chiralité. D'autre part, il aurait pu y avoir une diastéréoisomérie ZE, car on remarque la présence de double liaison carbone-carbone. Or, ces doubles liaisons carbone-carbone se situent à l'intérieur d'un cycle. Une éventuelle diastéréoisomérie ZE aurait supposé d'éclater ce cycle à 6 carbones, ce qui n'est pas possible. Il n'y a donc pas d'isomérie ZE. La benzocaïne n'existe que sous différents isomères de conformation. Lors de l'étape A, on remarque que le groupe NO2 s'est greffé sur le cycle à 6 atomes de carbone. Ce groupe NO2 a pris en fait la place d'un atome d'hydrogène qu'on ne voit pas ici en écriture topologique. L'atome d'hydrogène a donc été substitué par le groupe NO2. Cette étape est donc une étape de substitution. Lors de l'étape B intervient le palladium qui est un catalyseur, c'est-à-dire une espèce qui intervient au cours des étapes élémentaires de cette étape, qui est la réduction, mais il est intégralement régénéré, et donc il n'apparaîtra pas dans le bilan de cette étape. Et, comme tout catalyseur, il accélère la vitesse de la réaction. Dans l'étape 4, pour expliquer l'élimination de la molécule d'eau, eh bien, il y a rupture de cette liaison. Ce doublé liant se rabat sur l'oxygène, qui récupère donc un électron propre et donc perd sa charge plus et retrouve son doublé non liant. Le carbone ayant perdu son électron propre ici se retrouve avec une charge plus. Au cours de la 5e étape, l'élimination de l'ion H+, qui se trouve ici, est due à la rupture de cette liaison, qui est un doublé liant qui se rabat vers le carbone, qui est un site accepteur d'électrons. Nous allons voir dans cette question que l'acide benzoïque peut exister sous différentes formes. Et on nous demande la forme sous laquelle il existe à un pH de 3,8, c'est-à-dire le pH au tout début du titrage. Pour cela, il faut connaître les pK des différents couples mis en jeu, ce qui est connu, afin de tracer le diagramme de prédominance correspondant à ces deux couples, c'est-à-dire une échelle de pH sur laquelle nous allons reporter les domaines de prédominance de chacune de ces espèces chimiques. Et le pH correspondant au seuil correspond au pK des couples. Pour un pH inférieur à 2,5, c'est l'espèce acide de ce couple-là qui prédomine. Pour un pH supérieur à 2,5, c'est cette espèce basique du couple qui prédomine. Mais jusqu'à un pH de 4,9, effectivement, cette espèce-là se trouve être l'acide du deuxième couple de pK 4,9. Donc, cette espèce est prédominante pour un pH compris entre 2,5 et 4,9. Et au-delà d'un pH de 4,9, c'est l'espèce NH2C6H4CO- qui prédomine. Et donc, pour un pH de 3,8, nous sommes dans le domaine de prédominance de l'espèce NH3C6H4CO-. Pour connaître la forme sous laquelle se retrouve l'espèce chimique dosée à la fin du titrage, il faut connaître, là encore, le pH à ce moment-là. Et donc utiliser la courbe de titrage qui nous indique la valeur du pH en fin de titrage, c'est-à-dire ici environ 12,5. Et à partir du diagramme de prédominance établi précédemment, on voit qu'à 12,5, eh bien, l'espèce prédominante est l'espèce NH2C6H4CO-. Pour connaître l'équation de la réaction support du titrage, il suffit de reprendre les éléments précédents. Au début du titrage, c'est-à-dire un pH de 3,5, c'est l'espèce NH3+, C6H4CO- qui prédomine.
À la fin du titrage, c'est-à-dire à 12,5 de pH, c'est l'espèce NH2C6H4CO- qui prédomine. C'est donc le couple suivant qui intervient au cours du titrage. Et le deuxième couple fait intervenir l'espèce titrante, qui est ici HO-, qui appartient au couple H2O HO-. C'est donc l'acide de ce couple qui réagit avec la base de ce couple pour former les espèces conjuguées. Voilà donc l'équation de la réaction de titrage. On détermine ici le volume versé à l'équivalence à l'aide de la méthode des tangentes. On se place avant l'équivalence et on trace la tangente à la courbe en un point, juste avant l'équivalence. On se place cette fois-ci après l'équivalence et on trace une tangente à la courbe en un point, telle que cette tangente soit parallèle à la première. Et ensuite, on trace la médiatrice à ces deux droites, c'est-à-dire la droite équidistante aux deux premières, qui coupe la courbe au point d'équivalence, dont les coordonnées de l'intersection nous donnent le pH à l'équivalence et ici le volume à l'équivalence qui est de 14,5 ml. Pour déterminer la concentration de l'acide dans la solution S, on exploite les propriétés de l'équivalence. À l'équivalence, les deux réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ici, les nombres stoichiométriques sont 1 et 1, qu'on retrouve donc dans cette égalité. NS, c'est la quantité de matière d'acide apportée par la solution S, c'est-à-dire contenu dans un volume Vs, où l'acide est à la concentration CS que l'on cherche, et la quantité de matière d'ion HO- apportée à l'équivalence est contenue dans le volume VE, où les ions HO- sont présents à la concentration C0. On isole CS dans cette expression, et on remplace par les valeurs numériques. On trouve une concentration de 1,45 10-1 mol par litre, et avec deux chiffres significatifs comme demandé dans l'énoncé, 1,5 10-1 mol par litre. Pour vérifier que le produit contenu dans le flacon puisse être utilisé dans la synthèse envisagée, il nous faut déterminer le degré de pureté de cette poudre en acide et donc calculer la masse d'acide qui a servi à fabriquer la solution S. Par définition, donc, la masse d'acide est la quantité de matière fois la masse molaire de l'acide. Cette quantité de matière d'acide, c'est celle qui est contenue dans les 50 ml, où la concentration de l'acide est celle qui a été déterminée précédemment, CS fois Vs. On remplace par les valeurs numériques, le volume de 50 ml est converti en litres, d'où le 10-3, ce qui donne une masse d'acide de 0,987 g. On en déduit le pourcentage massique d'acide dans cette poudre de 1 g, c'est-à-dire le rapport de ces 0,987 g par rapport à 1 g. On trouve un degré de pureté de 98,7%, ce qui est compatible avec cette synthèse car le degré devait être supérieur à 98%, ce qui est donc le cas. L'estérification de l'acide 4-aminobenzoïque par l'éthanol, que l'on trouve dans l'étape 2, est décrite au travers de ces 5 étapes du mécanisme. Pour obtenir l'équation de l'estérification, c'est-à-dire l'équation qui permet de traduire le bilan correspondant au passage de l'acide 4-aminobenzoïque à l'ester à la dernière étape, eh bien, il suffit de superposer toutes ces étapes élémentaires et d'en écrire le bilan. Cette espèce chimique n'apparaîtra pas dans le bilan parce qu'on la retrouve en réactif dans l'étape 2. Cette espèce chimique non plus n'apparaîtra pas car elle se retrouve en réactif dans cette étape. Même chose pour cette espèce chimique qu'on retrouve ici et même chose pour cette espèce chimique qu'on retrouve ici. Et finalement, dans le membre de gauche de l'équation que nous cherchons, il restera donc l'acide 4-aminobenzoïque et l'éthanol. Les ions H+, consommés ici, sont régénérés dans l'étape 5. Et l'on voit que les ions H+, jouent le rôle de catalyseur. Donc, à gauche de la flèche, l'acide 4-aminobenzoïque réagit avec l'éthanol pour donner, et donc dans le membre de droite, il restera l'ester, ainsi que la molécule d'eau qui se forme lors de l'étape numéro 4.
Pour déterminer la masse de benzocaïne synthétisée, il nous faut connaître le réactif limitant de cette synthèse. Il faut donc calculer les quantités de matière de chacun de ces deux réactifs introduits initialement. Petit n de l'acide égale m sur grand M, on connaît la masse ainsi que la masse molaire, on en déduit la quantité de matière d'acide. Même chose pour la quantité de matière initiale d'alcool, petit m sur grand M. Or ici la masse d'alcool n'est pas donnée, par contre le volume est donné. On relie donc ces deux informations par la masse volumique, petit m égale ρ fois V. La masse molaire est en grammes par mol, la masse volumique est en grammes par millilitre. Le volume sera donc conservé en millilitres, qu'il ne faudra donc pas convertir en litres. Cette relation est bien homogène. On vérifie bien que les opérations entre les unités se ramènent bien à la mole. En remplaçant, il vient une quantité de matière initiale d'alcool de 0,34 mol. On compare les rapports des quantités de matière divisées par leur nombre stoichiométrique, c'est-à-dire 1 et 1 pour les deux réactifs, et c'est le rapport de l'acide qui est inférieur à celui de l'alcool. C'est donc l'acide qui est le réactif limitant. Connaissant le réactif limitant, on peut en déduire la quantité de matière d'ester formée. On voit d'après les coefficients stoichiométriques qu'il se formera autant de mol d'ester qu'il a été consommé du réactif limitant, c'est-à-dire de l'acide. Et donc la quantité de matière théorique d'ester dans l'état final est donc la même que celle d'acide introduite initialement. On en déduit la masse théorique d'ester, m égale n fois grand M, c'est-à-dire ici 1,80 g. Pour déterminer le rendement de cette synthèse, on rappelle la définition du rendement, qui est le rapport de la quantité expérimentale d'ester récupérée sur la quantité d'ester récupérée théoriquement dans l'hypothèse où la réaction est totale, même si la réaction n'est pas totale. Ici, cette quantité théorique a été déterminée précédemment, à savoir 1,80 g. Pour connaître la quantité expérimentale, il suffit de lire l'énoncé. Il s'est formé expérimentalement 0,81 g d'ester, ce qui fait un rendement de 0,45, et si l'on veut un pourcentage, on multiplie par 100, ce qui fait un rendement de 45%. Les deux spectres ici appartiennent pour l'un à l'acide et l'autre à l'ester. Pour pouvoir associer chacun des spectres à chacune de ces deux molécules, il faut repérer les différences entre les molécules, différences en groupes caractéristiques. On retrouve le groupe amino dans les deux molécules, on retrouve la C-double liaison O dans les deux molécules. Ce qui va distinguer l'acide de l'ester, c'est la présence donc de la liaison OH, dont on sait d'après le tableau qu'elle se traduit par une absorption forte et en bande large autour de 2500-3200. Et en comparant les deux spectres, on voit tout de suite que cette absorption en bande large, dans cette gamme de longueur d'onde, se trouve ici. Le spectre 1 est donc celui de l'acide et par déduction, le spectre 2 est celui de la benzocaïne. La question est de savoir si le spectre est en accord avec le bon déroulement de la synthèse de la benzocaïne. Commençons par repérer les groupes de protons équivalents dans la benzocaïne. Le premier, les deux hydrogènes du groupe NH2, qui n'ont aucun hydrogène porté par un carbone voisin, qui vont donc résonner en un massif correspondant à un singulé, que l'on trouve d'après les déplacements chimiques et l'intégration des signaux, se trouve à 4,1 ppm, c'est-à-dire ici, un singulé qui est juste là. Ensuite, deux séries de protons équivalents, ces deux hydrogènes entre eux, et ces deux également. Ces deux groupes de protons équivalents vont résonner à un déplacement chimique autour de 7-9 ppm, c'est-à-dire les deux massifs que l'on trouve ici. Donc, nous ne savons pas quel massif appartient à quel groupe de protons équivalents, mais nous savons que ces deux massifs appartiennent à ces deux groupes de protons équivalents. Continuons à repérer les différents groupes de protons équivalents. Le prochain est celui-ci, le groupe CH2, et le dernier, le groupe CH3, qui contient 3 hydrogènes.
Les deux hydrogènes de ce groupe CH2 ont 3 hydrogènes voisins portés par le groupe CH3. D'après la règle de multiplicité N plus 1, 3 plus 1, 4, ce massif correspondant à ce groupe de protons ici va donc résonner en un quadruplé que l'on retrouve ici, ce qui est confirmé par l'information de l'intégration. 2 hydrogènes se trouvent à un déplacement chimique de 4,3, ce qui correspond à cette position ici. Et enfin, le dernier groupe de protons équivalent a 2 hydrogènes voisins portés par le groupe CH2 ici. La règle de multiplicité nous donne 2 plus 1 égale 3 pics pour ce massif, c'est-à-dire un triplet que l'on trouve ici, un déplacement chimique d'environ 1,2, ce qui est confirmé par l'information de l'intégration ici, 1,2 proche de 1,3. Pour conclure, ce spectre fait bien apparaître un groupe CH2 et un groupe CH3, ce qui traduit bien que la synthèse s'est bien déroulée, parce que s'il n'y avait que l'acide, eh bien nous n'aurions pas eu ce groupe CH2 et CH3 ici lié à l'atome d'oxygène. La synthèse s'est donc bien déroulée.